Si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est que vous voulez terminer Confession d'un masque de Yukio Mishima et que donc vous voulez que je vous lise le chapitre 4. Et bien, c'est avec un plaisir que, en ce dernier jour de septembre, je vais vous faire le chapitre 4 de Yukio Mishima, Confession d'un masque. Donc, page 248 jusqu'à la fin, donc 287. Donc, c'est 40 pages, mais je vais faire ça en un truc. Ça va être... Franchement, je pense que ça va être pas mal 1 heure de lecture, donc soyez prêts. Et juste après, il y a la conclusion qui va arriver, ça va être beaucoup plus court, ça va un peu vous dire ce que j'ai pensé du roman, et la suite pour les prochaines semaines. Mais il va y avoir d'autres lectures, 2 livres autochtones, mais je pense que ça va être plus vers la fin d'octobre, début novembre. Mais on verra. Pour l'instant, contentons-nous de terminer Mishima. On s'était quitté sur, je vais vous lire la dernière page, 147 au complet. Ok, c'est le père de Mishima. Donc, ce soir-là, mon père se rendit directement à son bureau à notre logement temporaire en banlieue. Hé, ces tracts disent la vérité. Entrant dans le jardin, il prononça ces mots dès qu'il s'assit au bord de l'Engawa. Puis il me montra la copie du texte original en anglais qu'il tenait de source sûre. Je pris ce papier, mais avant même d'y jeter un œil, j'avais saisi l'événement dans toute sa réalité. Je ne parle pas ici de la réalité de la défaite. Pour moi et pour moi seul, celle-ci signifiait l'imminence de jours effrayants. Il était le signe que cette vie quotidienne des hommes dont le nom suffisait à me faire frémir et que je n'avais cessé d'éluder, et en me faisant croire qu'elle n'arriverait jamais, allait s'abattre sur moi dès le lendemain, que je le veuille ou non. Bien. Chapitre 4. Dernier chapitre. À ma grande surprise, rien dans l'air du temps m'annonçait le début de cette vie quotidienne que je redoutais. Nous vivions plutôt dans une atmosphère d'émeute où tout le monde semblait encore moins soucieux du lendemain que durant les années de guerre. Le camarade plus âgé auquel j'avais emprunté son uniforme d'étudiant était rentré de l'armée. Je lui rendis ses vêtements. Je sombrais alors, pendant quelque temps, dans l'illusion de m'être libéré de mes souvenirs ou de mon passé. Ma jeune sœur mourut. Je m'aperçus que même moi, j'étais capable de verser des larmes, ce qui me procurait un soulagement bien futile. Sonoko avait été présentée à un homme avec qui on la fiança. Peu de temps après la mort de ma sœur, elle se maria. Comment nommer ce que j'éprouvais alors? La sensation qu'on m'avait ôté un fardeau des épaules. Je jouais délibérément à m'étourdir, en me targuant de voir dans ma réaction la conséquence naturelle du fait que c'était moi qui avais abandonné Sonoko, et non l'inverse. Depuis longtemps, j'avais coutume de considérer les actes dictés par le destin comme des victoires de ma volonté et de ma raison. Mais cette fâcheuse habitude atteignait désormais des proportions d'une arrogance insensée. Dans les particularités de ce que j'appelais raison, entendait une sensation impalpable d'illégitimité, celle de l'usurpateur porté sur le trône par un caprice du hasard. Or, cette tente bâtée, l'usurpateur est même incapable de prévoir que son stupide despotisme lui attira inévitablement le contre-coup de la vengeance. Je passais l'année qui suivit dans un optimisme flou, études de droit de pure forme, trajets machinaux pour me rendre à l'université, retour tout aussi machinaux à la maison. Je ne prêtais attention à personne, personne ne faisait attention à moi. J'ai appris à sourire de l'air blasé de ces jeunes moines qui semblent tout connaître de la vie. Je ne me sentais ni vivant ni mort. En apparence, j'avais oublié que mon aspiration à la forme de suicide le plus naturel du monde, l'espoir de mourir à la guerre, s'était complètement tari. La véritable souffrance ne s'installe que par étapes. En cela, elle ressemble en tout point à la progression de la tuberculose. Quand on commence à en éprouver les symptômes, c'est le signe que le mal a déjà atteint un point critique. Un jour, debout devant les rayonnages d'une librairie qui augmentait peu à peu son fonds de nouvelles publications, j'en tirai une traduction assez grossière, brochée. C'était un essai plutôt bavard d'un écrivain français. Comme j'ouvrais une page au hasard, une ligne me sauta aux yeux, mais une pénible sensation d'angoisse me poussa à refermer le livre et à le replacer sur les rayons. Le lendemain matin, l'idée me prit soudain, en allant à mes cours, de faire un saut chez ce libraire dont la boutique était proche de l'entrée de l'université et d'y acheter le livre en question. Dès le début du cours de droit civil, je posais subrepticement l'ouvrage à côté de mon cahier de grands ouverts et me mis à chercher la fameuse phrase. Elle me causa une angoisse bien plus vive que la veille. Une femme n'est puissante que par le degré de malheur dont elle peut punir son amant.
Donc le livre, c'est un livre de Stendhal, de l'amour. Le livre 2, chapitre 41. Le livre sorti en 1822, donc environ, environ il y a 200 ans, 202 ans, et lui, peut-être une cinquantaine, soixantaine d'années. À l'université, j'avais un ami avec lequel j'étais devenu intime. Ses parents tenaient une pâtisserie traditionnelle d'excellente réputation. À première vue, il avait l'air d'un étudiant sans originalité, très travailleur, mais le ton désinvolte qu'il prenait pour exprimer ses vues sur l'être humain ou sur la vie, allié à une constitution presque aussi fragile que la mienne, avait éveillé ma sympathie. Si par désir de me protéger et de frimer, je m'étais bardé d'une forme de cynisme analogue au sien, j'avais l'impression que chez mon ami, la même attitude s'enracinait dans une confiance en soi qui semblait inébranlable. Je me demandais d'où pouvait bien lui venir une telle confiance. Au bout d'un certain temps, avec une autodérision et un air de supériorité assez accablant, signe qu'on avait deviné que j'étais encore vierge, il m'avoua qu'il fréquentait les mauvais lieux. Et il m'invita à l'accompagner. Si l'envie t'en prend, n'hésite pas à me passer un coup de fil. J'irai avec toi quand tu voudras. Si l'envie m'en prend, sans doute, très bientôt. Je ne vais pas tarder à me décider, lui répondis-je. Il fronça le nez avec un peu de gêne. Je lus sur son visage qu'il saisissait fort bien ce que je ressentais et que sous le coup de ma honte rejaillissait à présent en lui celle qu'il avait éprouvée à l'époque où il était encore dans ma situation. La fébrilité me saisit. La fébrilité me saisit. Ma fébrilité coutumière, le désir de faire coïncider mon attitude dans la réalité avec l'image que j'en lisais dans ses yeux. La pureté morale est, dans le fond, une forme d'égoïsme qui nous dicte le désir. Mon vrai désir était si secret qu'il ne m'autorisait même pas à afficher cet égoïsme. Cela dit, mon désir fantasmatique, cette curiosité purement abstraite à l'égard des femmes, me procurait une liberté empreinte d'une telle froideur qu'elle ne laissait guère de place à mon égoïsme. Et la curiosité n'a rien d'une vertu. Il s'agit même, peut-être, du désir le plus immoral que l'homme puisse concevoir. C'est bien Pandore qui a ouvert la boîte à cause de sa curiosité. Je commençais à pratiquer en cachette un exercice pathétique, regarder longuement des photos de femmes nues pour tester mon propre désir. Il va sans dire que celui ne répondant ni par oui ni par non. En m'adonnant à mes mauvaises habitudes, j'essayais d'infléchir mon désir, en effaçant d'abord de mon esprit les rêveries qui m'excitaient d'ordinaire, pour les remplacer par des images de femmes dans les poses les plus lascives. J'avais l'impression, parfois, que ces efforts étaient couronnés de succès. Ce succès laissait néanmoins en moi un vide qui me brisait le cœur. Enfin, j'ai décidé de jouer mon va-tout. Je téléphonais à mon ami pour lui dire de m'attendre un dimanche après-midi, à 5 heures, dans un salon de thé. Ceux qui ont regardé Shogun, vous savez c'est quoi un salon de thé. C'était vers le milieu du mois de janvier, la deuxième année après la fin de la guerre. « Ah, ça y est, tu t'es décidé? » Dans les combinés, je l'entendis rire aux éclats. « Très bien, on va y aller. Moi, en tout cas, j'y vais sans faute. Je ne supporterai pas que tu me fasses faux bon. » Son rire résonnait encore à mes oreilles. Je me rendis compte que ma seule répartie avait été un sourire crispé, tout à fait imperceptible. Néanmoins, il y avait en moi un rayon d'espoir, ou plutôt une forme de superstition. Une superstition dangereuse. Seule la vanité pousse à braver le danger. Dans mon cas, il s'agissait d'une vanité bien banale. Je ne voulais pas qu'on me croie encore vierge à l'âge de 22 ans. D'ailleurs, j'y pense, cette décision, je l'ai prise le jour même de mon anniversaire. Nos regards se croisèrent, vaguement interrogateurs, chacun essayant de sonder les sentiments de l'autre. Mais sachant bien qu'en la circonstance, un air sérieux ressemblait tout aussi ridicule que des gros rires. Mon ami ne cessait de tirer d'un geste hésitant sur sa cigarette. Puis en 2 ou 3 mois, comme pour tromper l'ennui, il m'exposa son point de vue sur la qualité médiocre des gâteaux servis dans ce salon de thé. Je l'écoutais à peine. Je lui dis « J'imagine que tu sais à quoi t'en tenir, parce qu'un type qui t'emmène pour la première fois dans ce genre d'endroit ne peut devenir ensuite que ton ami ou ton ennemi pour la vie. Pas d'autre choix possible. » N'essaie pas de m'intimider. Comme tu le vois, je suis un poltron. Le rôle de l'ennemi mortel, ça fait pas partie de mon registre. Si tu as compris au moins ça, chapeau. Je fais exprès de le prendre de haut. Eh bien, en ce cas, dit-il avec le ton d'un présentateur de radio, il faut qu'on aille boire quelque part. À jeun, la première fois, ce n'est pas évident. Non, l'alcool, très peu pour moi. Je sentis mes joues se glacer. Je tiens à y aller sans avoir bu une seule goutte.
J'ai quand même assez de cran pour ça. Puis, il y a eu un tramway sombre, un train sombre, une gare inconnue, des rues inconnues, un coin de quartier où s'alignaient des baraquements miteux et des lampes violettes et rouges qui révélaient des visages de femmes, pareils à des masques de carton-pâte. Dans les ruelles humides de givre fondu, les clients allaient et venaient sans mot dire, étouffant leurs pas comme s'ils marchaient pieds nus sur la neige. Je ne ressentais aucun désir. Seule l'angoisse me tenaillait, à l'instar de l'enfant qui brûle de manger son goûter. N'importe où fera l'affaire. N'importe où, je te dis. Chérie, une minute, juste une minute. J'aurais voulu échapper aux voix de ces femmes qui m'époumonaient à dessein. Prends garde aux filles de cette maison-ci. Celle-là te va? Avec la tête qu'elle a? Allons là-bas, c'est un peu plus sûr. Leur tête, je m'en moque. Dans ce cas, moi, je vais prendre celle qui me semble un peu plus chaude que l'autre. Mais ne va pas m'en vouloir après. Schön, c'est de l'allemand, donc ce terme allemand transcrit en syllabaire dans le texte original fait partie à l'époque du jargon des étudiants japonais. Schön, ça veut dire beau ou belle. Nous voyant approcher, les deux filles se dressèrent comme si elles étaient possédées. La maison était si basse qu'on aurait presque pu se cogner la tête sur le plafond. Avec un sourire qui découvrait ses dents en or et ses gencives, l'une des filles, une grande perche qui parlait avec un fort accent du nord-est, s'empara de moi et me traîna dans une pièce minuscule. Le sentiment du devoir me contraignit à l'enlacer. La serrant contre moi, j'entrepris de l'embrasser sur les lèvres, mais ses grosses épaules se mirent à tressauter sous l'effet du rire. « Non, pas comme ça! Tu vas te mettre du rouge à lèvres partout! Voilà comment on fait! » Et la prostituée, ouvrant sa grande bouche couronnée d'or, aux lèvres rehaussées de rouge, en sortit une langue aussi vigoureuse qu'un bâton. L'imitant, je pointais moi aussi la mienne, et les bouts de nos langues se touchèrent. Nul ne comprendra que l'insensibilité s'apparente à une cuisante douleur. Tout mon corps s'engourdit sous le coup de cette douleur, à la fois cuisante et sourde. Je laissai retomber ma tête sur l'oreiller. 10 minutes plus tard, mon impuissance était avérée, et mes genoux tremblaient de honte. Tablant sur l'hypothèse que mon ami ne s'était aperçu de rien, je m'abandonnais pendant quelques jours, paradoxalement, à la sensation de mollesse qui accompagne la guérison. Elle était comparable au bref soulagement qu'éprouve contre toute attente un homme longtemps torturé par la peur de quelque mal incurable, quand il a enfin confirmation du terrible diagnostic. Il sait bien pourtant qu'un tel soulagement ne peut être que passager. En même temps, son cœur attend un soulagement d'autant plus durable qu'il se désespère à l'idée qu'il n'y a pas d'issue. Moi aussi, j'étais sans doute figé dans l'attente d'un coup encore plus imparable, c'est-à-dire en somme, d'un soulagement encore plus imparable. Durant les semaines qui suivirent, je retrouvais souvent cet ami à l'université, mais aucun de nous ne fit allusion à l'incident. Au bout d'un mois, il vint me rendre visite avec un autre ami également proche de moi. Un véritable tombeur. Ce garçon se vantait à tout bout de champ d'être capable de conquérir n'importe quelle femme en l'espace d'un quart d'heure. Bientôt, la conversation en vint là où elle devait en venir. Je suis complètement dépassé. C'est bien simple, je ne me contrôle plus. Je dis le tombeur sans quitter mon visage des yeux. Si un de mes amis était un impotence, je l'enverrais vraiment. Bien mieux, je lui tirerais mon chapeau. C'est normalement transcrit en syllabaire dans le texte original, était très répandu à l'époque parmi les étudiants. Il passa dans la langue courante sous la forme abrégée impo. Là, par contre, impotence, j'ai aucune idée c'est quoi. Je sais pas, peut-être que vous le savez. Vidème, hypothèse, ça ressemble à hypothèse, mais ça n'a pas rapport. Si l'un de mes amis était un impotence. Je l'envierais vraiment. Bon, peu importe. Je pense pas que c'est si important. Mon ami se rendant compte que j'avais changé de visage, détourna la conversation. Tu m'avais promis de me prêter un livre de Marcel Proust. Il a vraiment de l'intérêt? Oui, vraiment. Tu sais que Proust était un sodomite? Il avait une liaison avec son domestique. Le terme, en Sodome, en anglais, sodomite, Sodome, c'est écrit comme ça, Sodome, dans le texte original. Donc on s'est habitué au terme décrit en syllabaire. C'est quoi un sodomite? Je percevais bien qu'en feignant l'ignorance, qu'en me raccrochant à cette petite question, je me démenais de toutes mes forces pour recueillir un indice prouvant, à contrario, qu'il ne soupçonnait pas mon déshonneur. Ben,
Quoi, un sodomite, c'est un sodomite? T'es pas au courant? C'est comme ça qu'on désigne les pédérastres. Pédérastre? C'est la première fois que j'entends dire que Proust en était. Je sentis que ma voix tremblait. Montrer de la colère. Ça eût été fournir à mes camarades une preuve irréfutable. J'étais vaguement effrayé de ma capacité à affronter avec toutes les apparences du sang-froid une situation aussi peu glorieuse. Mon ami m'avait débusqué. C'était évident. Étais-je trop sensible? Il me sembla qu'il faisait d'énormes efforts pour ne pas me regarder en face. Pédéraste, si vous ne savez pas, c'est un synonyme de gay, d'homosexuel. C'est pour ça que le terme péjoratif PD, ça ne fait pas référence à l'autre PD, hein, voilà. Mais le PD, l'insulte pour les gays, ça vient de pédéraste. Voilà, vous avez peut-être appris une chose aujourd'hui. À 11 heures du soir, quand ces maudits visiteurs repartirent enfin, je m'enfermai dans ma chambre et ne dormis pas de la nuit. Je ne cessais de sangloter. Jusqu'au moment où mes visions sanguinolentes, comme de coutume, vinrent me réconforter. Visions familières, cruelles et immorales, auxquelles je me livrais tout entier. Un dérivatif s'imposait, tout en sachant qu'elle était faite de conversations vides et ne me laissant qu'un arrière-goût de fadeur. Je pris l'habitude de me montrer à des réunions organisées chez l'un de mes vieux amis. Car paradoxalement, je me sentis bien plus à l'aise en compagnie de tous ces poseurs qu'avec mes camarades d'université. Il y avait là des demoiselles infatuées d'elles-mêmes, une soprano et une pianiste en herbe, quelques jeunes femmes qui venaient de se marier. Nos soirées se passaient à danser, à boire modérément, à jouer à des jeux stupides comme Colin Maillard dans une version un peu coquine. Et tout cela se prolongeait parfois jusqu'au petit jour. Parfois aussi, l'aube nous surprenait sur le point de nous endormir en dansant. Alors, pour sortir de cette somnolence, nous nous amusions à disperser quelques coussins, à même le sol, et au signal était donné soudain par l'arrêt du disque sur le phono, à interrompre notre ronde pour nous laisser tomber deux par deux sur les coussins. Celui ou celle qui n'avait pas trouvé de place était alors obligé de nous faire une petite démonstration de quelques talents cachés. Comme les danseurs se jetaient pêle-mêle sur les coussins, le chahut était à son comble. Et à force de répéter ce jeu, même les femmes finissaient par ne plus se soucier de leur mise. Une fois, la plus jolie des jeunes filles, dans la confusion de la chute, rebondit sur mon postérieur et éclata de rire sans se rendre compte, peut-être à cause d'une légère ivresse, que sa jupe était retroussée jusqu'en haut des cuisses. Sa chair était d'un blanc lustré. Si j'avais été celui d'avant, j'aurais sans doute, avec l'ordre de la comédie que je n'oubliais pas une minute, détourné aussitôt les yeux, imitant en cela les jeunes gens, habitués à se montrer discrets devant l'objet de leur désir. Mais depuis ce fameux jour, je n'étais plus celui d'avant. Donc sans la moindre pudeur, je veux dire par là, sans sentir gêné le moins du monde de n'avoir aucune pudeur, je restais là, à contempler longuement ses cuisses blanches, comme j'aurais regardé n'importe quelle matière inerte. Mais soudain, pour avoir trop fixé les yeux sur ce seul point, une vive douleur me saisit. Et cette douleur me déclara « Tu n'es pas un être humain. Tu es décidément incapable de frayer avec autrui. Tu n'es qu'une créature dénuée d'humanité, d'une tristesse singulière. » Simonac, c'est violent, ça. Fort heureusement, le moment était venu de préparer le cours de l'administration civile, une occasion pour moi de m'assujettir le plus possible à des études insipides et désenchantes, permettant ainsi à mon corps et à mon esprit de se tenir très naturellement à distance de tout ce qui risquait de les tourmenter. Mais cela uniquement dans les premiers temps. À mesure que la sensation d'impuissance éprouvée ce soir-là étendait ses ramifications dans tous les recoins de ma vie, l'abattement me gagnait, et durant quelques jours, je fus incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Peu à peu, le besoin de me prouver que j'étais capable de quelque chose se faisait plus pressant. Il me semblait que sans cette preuve, je ne pourrais plus continuer à vivre. Cela dit, je ne voyais nulle part le moyen de laisser cours à ma nature immorale. Dans ce pays, mes désirs, sous leur forme la plus modérée, ne pouvaient être l'occasion de se satisfaire. Quand vint le printemps, j'avais amassé en moi, derrière un calme de façade, une irritation folle. J'avais l'impression que cette saison même, avec ses rafales de vent violents mêlés de sable, nourrissait à mon endroit une véritable hostilité. Si une voiture me frôlait de trop près, je vociférais en silence. Pourquoi ne m'écrases-tu pas pour de bon? De mon plein gré, je m'astreignais à des études forcées, à une existence forcée. Quand je sortais en ville entre deux révisions, par exemple, il m'arrivait souvent de
sentir peser sur mes yeux injectés de sang des regards soupçonneux. Vu de l'extérieur, tout le monde pouvait croire que le sérieux occupait quelques instants de ma vie, alors que moi, j'apprenais surtout cette lassitude qui naît du relâchement, de la dissipation des jours sans lendemain, du goût suri de la paresse, une lassitude qui vous ronge. Mais un après-midi, vers la fin du printemps, comme je me trouvais dans une rame du métropolitain, je fus pris soudain de palpitations fulgurantes, à couper le souffle. Sur la banquette d'en face, entre la haie de voyageurs, debout, je venais d'entrevoir Sonoko. Sous ses sourcils, à la courbe enfantine, il y avait ses yeux francs, modestes, empreints de cette profonde douceur pour laquelle il n'est pas de mots. J'allais sauter sur mes pieds quand l'un des voyageurs lâcha la poignée pour se diriger vers la sortie. Je pus alors voir cette jeune fille bien en face. Ce n'était pas Sonoko. Mon cœur battait encore la chamade. Il aurait été facile d'expliquer cette réaction en l'imputant à l'affolement ou à la mauvaise conscience, mais l'émotion fugace qui venait de me traverser était si pure qu'une telle explication ne pouvait la balayer. Aussitôt me revint à l'esprit une autre émotion, pressentie un matin du 9 mars, quand j'avais vu apparaître Sonoko sur le quai de la gare. L'une et l'autre étaient absolument identiques et indissociables, car il y avait en elles une même sensation de tristesse, à terrasser le cœur. Cet infime souvenir devint très vite inoubliable, et dans les jours qui suivirent, me jeta dans un vif émoi. Il n'y a aucune raison que j'aime encore Sonoko. De toute façon, je suis incapable d'aimer les femmes. De telles réflexions ne faisaient que se liguer contre moi, alors que jusqu'à la veille, j'avais trouvé en elle mes seuls alliés, dociles et fidèles. Et c'est ainsi que mes souvenirs, soudainement, reprirent le pouvoir sur moi par un coup d'État qui avait toutes les allures d'un supplice. Coup d'État dans la version originale en français, dans la version originale, le coup d'État est écrit tel quel. Ces souvenirs infimes que je croyais avoir complètement liquidés 2 ans plus tôt, pareil à ces enfants secrets qui se font reconnaître une fois adultes, renaissaient sous mes yeux, désormais gigantesques. Or, loin d'avoir l'air caressant, que je leur prêtais parfois en imagination, ou l'air impersonnel qu'ils prenaient, quand, par commodité, je les mettais en ordre après coup, ils étaient tous marqués par un air de souffrance palpable. Si ça avait été du remords, je l'aurais supporté grâce aux voies découvertes par de nombreux prédécesseurs. Mais ma souffrance n'était pas du même remords. Avec ses coutures étrangement nettes, elle s'apparentait à celle de l'homme forcé, du haut d'une fenêtre, à baisser les yeux vers les rues d'un violent soleil d'été, divise en nombre. Elle s'apparentait à celle de l'homme forcé, du haut d'une fenêtre, à baisser les yeux vers les rues qu'un violent soleil d'été divise en zones d'ombre et de lumière. Par un après-midi nuageux de la saison des pluies, revenant de quelques courses, je me promenais dans le quartier d'Azabu, qui ne m'était pas très familier quand une voix derrière moi m'appela par mon nom. Donc Azabu, construit sur des collines marécageuses au sud-ouest du centre de Tokyo, c'est un quartier essentiellement résidentiel, l'un des plus huppés de la capitale. Quand une voix derrière moi m'appela par mon nom, c'était Sonoko. Me retournant, je l'ai reconnu aussitôt, sans éprouver autant de surprise que dans le métropolitain le jour où je l'avais confondu avec une autre jeune femme. J'eus l'impression que cette rencontre fortuite était on ne peut plus naturelle, que je l'avais déjà prévue. L'impression, en somme, d'avoir su absolument tout de cet instant depuis très longtemps. Elle était vêtue d'une robe avec des motifs de fleurs qui évoquaient un élégant papier peint. Une robe ornée au niveau du décolleté d'un simple feston de dentelle, rien qui lui donnant l'apparence de la bonne petite épouse. Elle semblait revenir d'un centre de ravitaillement car elle portait un seau à la main et était suivie d'une vieille femme qui, elle aussi, en portait un. Elle dit à sa servante de partir devant elle et fit quelques pas en bavardant avec moi. « Vous avez un peu maigri, on dirait? »« Oui, c'est à force de travailler pour mes examens. »« Vraiment? Il faudrait prendre soin de votre santé. » Pendant un instant, nous restâmes silencieux. Un soleil timide commençait à poindre dans la rue de ce quartier résidentiel que les bombes avaient épargné.
Un canard tout mouillé déboucha d'un pas maladroit par la porte d'une cuisine, passa devant nous en cancanant et longeant le bord du fossé pour aller de l'autre côté. Je me sentis heureux. Que lisez-vous en ce moment? Demandai-je. En fait, de roman, Le goût des orties. Et puis, vous n'avez pas lu, je lui dis, citant le titre d'un roman en vogue. Donc, Le goût des orties, ouvrage de Junichiro Tanizaki, donc 1886-1965, publié en 1928. Ce texte, au ton léger, plein d'humour, compte les rapports orageux d'un couple indécis. La découverte par le héros du théâtre de poupées est l'occasion pour l'auteur de mettre en évidence le fantasme masculin de la femme-objet, la perversité des relations amoureuses où l'on ne sait jamais vraiment des deux partenaires qui manipulent l'autre. Cette histoire de femme nue? Quoi? Répliquai-je aussitôt stupéfait. Mais non, voyons, je vous parle de la couverture. 2 ans plus tôt, elle n'aurait jamais été du genre à regarder quelqu'un en face en prononçant des mots tels que femme nue. Sonoko n'était plus la jeune fille si pure que j'avais connue. Je le comprenais à ses détails insignifiants, avec une évidence presque douloureuse. Nous arrivâmes au coin d'une rue où elle s'arrêta. Je tourne ici, ma maison est juste au bout. Ayant du mal à la laisser, je baissai les yeux vers le seau qu'elle tenait à la main. À l'intérieur, baigné de lumière, un bloc de konnyaku, aussi brun que la peau d'une femme, grillée par les rayons du bord de mer, semblait parcouru de grouillements. Konnyaku, pâte gélatineuse obtenue à partir de rhizomes tubéreux du konjac, une plante vivace très répandue dans les pays d'Asie du Sud-Est. Si vous le laissez trop longtemps au soleil, ce konnyaku risque de se gâter. Vous avez raison, c'est une lourde responsabilité, dit Sonoko de sa voix haute, au perché, un peu nasillarde. Au revoir. Oui, au plaisir. Et il me tourna le dos. Comme je la rappelais, pour lui demander si elle se rendait parfois dans sa famille, elle me répondit que oui, qu'elle irait justement le samedi suivant, et ce fut tout. Une fois seul, je m'aperçus d'une chose importante qui m'avait échappé. La Sonoko d'aujourd'hui semblait m'avoir absous. Mais pourquoi m'absoudre? Est-il pire affront qu'une telle magnanimité? Pourtant, si je pouvais être en but, une fois encore, un affront bien senti de sa part, peut-être cela apaiserait-il mes tourments? J'avais hâte de voir arriver le samedi suivant. Par un heureux hasard, Kusano, qui suivait des cours de l'université de Kyoto, venait de rentrer dans sa famille. Le samedi après-midi, j'allais donc lui rendre visite, et soudain, tandis que nous bavardions, je n'en crus pas mes oreilles. J'entendis les notes du piano. Les sonorités n'avaient plus rien d'enfantin. Il y avait en elles comme une richesse, une fougue qui en accentuait la plénitude et l'éclat. Qui est-ce? Sonoko, bien sûr. Elle est ici depuis ce matin, me répondit Kusano, qui n'était au courant de rien. J'évoquai un à un dans mon cœur, avec un effort douloureux, tous mes souvenirs. Depuis mon refus détourné de me marier, mon ami n'abordait jamais ce sujet, et je trouvais cette bonté pesante. J'avais voulu obtenir la preuve qu'à l'époque Sonoko avait souffert, ne fût-ce qu'un peu, voulu aussi déceler en elle un écho de mes propres tourments. Mais le temps, une fois de plus, avait poussé aussi dru que la mauvaise herbe entre nous trois, nous interdisant désormais d'exprimer nos vrais sentiments, sans que vienne aussitôt s'y mêler l'amour-propre, ou la vanité, ou la retenue. Le piano s'était arrêté. Kusano prit soin de me demander si je souhaitais qu'ils aillent chercher sa sœur. Bientôt, il revint dans la pièce avec elle. Nous commençâmes tous les trois à échanger des potins sur des connaissances qui travaillaient comme le mari de Sonoko au ministère des Affaires étrangères, et cela en riant sans raison. Puis Kusano se leva car sa mère l'appelait, et je me retournai donc seul avec la jeune femme, comme ce fameux jour 2 années plus tôt. Fière comme une enfant, elle me raconta que grâce aux démarches répétées de son mari, la maison des Kusano avait pu échapper aux mesures de réquisition. Dès le début, j'avais apprécié chez elle ces petites fanfaronnades. Les femmes trop modestes sont aussi dépourvues de charme que les présomptueuses, mais ils émanaient des vanteries nonchalantes et mesurées de Sonoko, une forme de féminité plaisante et candide. À propos, continua-t-elle de ton calme, il y a une question que j'ai envie de vous poser depuis longtemps, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Pourquoi n'avons-nous pas pu nous marier? À partir du moment où mon frère m'a transmis votre réponse, je n'ai plus rien compris aux choses de la vie. Pourtant, je n'ai cessé d'y penser et d'y repenser chaque jour. Mais je n'y comprends pas.
Même à présent, je continue à ne pas comprendre ce qui nous a empêchés de nous marier. Et tournant vers moi un visage aux joues empourpées, comme sous le coup de la colère, elle poursuivit sans me regarder, d'un ton d'une personne qui récite son texte. Vous me détestiez tant que ça? Devant cette question à l'emporte-pièce qui pouvait passer selon la manière dont elle l'entendait, pour une demande d'enquête administrative, mon cœur réagit par une joie violente, un peu pathétique. Mais cette joie insolente se mua aussitôt en douleur, une douleur vraiment subtile. À celle que j'éprouvais depuis toujours venait s'ajouter une autre, celle de l'amour-propre blessé de constater que les relents d'un événement sans importance pouvaient ainsi, au bout de 2 ans, me faire autant souffrir. Devant Sonoko, je voulais paraître libéré. Et pourtant, comme autrefois, je ne m'en sentais pas le droit. Vous ne connaissiez encore absolument rien du monde. D'ailleurs, c'est l'une de vos qualités, cette ignorance des choses de la vie. Or, le monde, tel qu'il est, n'offre pas toujours à des personnes qui s'aiment la possibilité de se marier. C'est exactement ce que j'avais écrit dans ma lettre pour votre frère. Et puis, j'allais prononcer des mots d'une grande lâcheté, je le sentais. J'aurais voulu me taire, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, nulle part dans cette lettre, je n'avais écrit noir sur blanc que je refusais le mariage. Mais je n'avais que 20 ans, j'étais encore étudiant, tout cela était trop soudain. Et tandis que je tergiversais ainsi, vous vous êtes empressé de vous marier. Pour ma part, de quel droit le rejetais-je? Mon mari m'aime et je l'aime aussi. Je suis vraiment heureuse. Que pourrais-je désirer de plus? Pourtant, c'est peut-être mal d'avoir ce genre de pensée, mais parfois, comment dire, je me plais à imaginer une autre moi-même menant une autre vie. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Je me sens capable de dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Capable de penser des choses qu'il ne faudrait pas penser. Et cela me fait un peu peur, me fait une peur épouvantable. Dans ces moments-là, mon mari m'est d'un grand secours. Il me choisit comme on le ferait avec une enfant. Cela va vous paraître bien présomptueux, mais je vous le dis quand même. Dans ces moments-là, vous me haïssez. Vous me haïssez forcément. Sonoko ignorait jusqu'au sens du verbe haïr. Avec un grand sérieux mêlé de douceur, elle prit une mine boudeuse. Libre à vous d'imaginer ce qui vous plaira. On ne pourrait pas se rencontrer encore une fois, rien que tous les deux? Lui demandai-je d'un ton suppliant, comme si une urgence me taraudait. Il n'y aurait rien de répréhensible à cela. Je me contenterais de vous regarder, tout simplement. Je n'ai plus le droit de vous dire quoi que ce soit. Mais même sans parler, ce serait parfait. Même une petite demi-heure, ce serait parfait. Nous revoir, mais pour faire quoi? Si nous rencontrons une fois, après vous allez me dire « Encore une autre fois, non? » Et puis à la maison, ma belle-mère est très pointilleuse, elle me questionne sur tout. La moindre de mes sorties, l'heure à laquelle je compte rentrer. Alors, au milieu de toutes ces contraintes, je vous revois. Si je vous revois, il est possible qu'il hésitait à continuer. Il est possible que le cœur de l'homme, qui sait de quelle façon il va évoluer... En effet, nul ne peut le dire. Mais décidément, vous ne changez pas. Vous en faites des manières. Pourquoi êtes-vous incapable de considérer les choses avec un peu plus d'insouciance, sans s'y attacher d'importance? J'étais en train de mentir de façon éhontée. Les hommes peuvent se le permettre, mais pour les femmes mariées, il en va autrement. Quand vous aurez vous-même pris femme, je suis sûr que vous le comprendrez. En ce qui me concerne, j'estime que dans ce domaine, on n'est jamais trop circonspect. Voilà que vous me sermonnez comme si j'étais votre petit frère. Kusano étant entré dans la pièce, la conversation resta là. Pendant cet échange de propos, le doute ne cessait de ronger mon cœur. Je jure par le ciel que mon désir de voir Sonoko était authentique. Cependant, de toute évidence, il ne s'y mêlait pas la moindre attirance physique. Alors de quel ordre était donc ce besoin de la revoir? Cette passion clairement dénuée de tout désir charnel n'était-elle pas un leurre? Et à supposer même qu'il s'agisse de passion véritable, ne se réduisait-elle pas à un moyen de raviver pour la galerie une flamme si faible qu'il aurait été bien facile d'étouffer? D'ailleurs, peut-on envisager un amour qui ne s'enracine pas dans le désir physique? Et celui-ci ne relève-t-il pas purement et simplement de l'immoralité? Mais je poussais la réflexion encore plus loin, en admettant que la passion humaine possède le pouvoir de s'élever au-dessus de toutes les formes d'immoralité, alors peut-être avait-elle aussi celui de s'élever au-dessus de son immoralité même? Petite étoile,
L'étoile, ça veut dire qu'il y a un bond dans le temps. Après ce soir fatidique, je m'étais arrangé pour éviter les femmes. Depuis ce jour-là, je n'avais plus effleuré leurs lèvres, à moins encore celles des éphèbes, qui excitaient mon véritable désir. Même quand j'étais confronté à des situations où l'impolitesse consistait justement à refuser d'embrasser, mais plus que le printemps, la venue de l'été mit en péril ma solitude. Cette saison, en s'installant, cravachait les cheveux emballés de mes désirs. Il consumait ma chair, me mettant à la torture. Pour me protéger, il fallait parfois que je m'adonne à mes mauvaises habitudes jusqu'à 5 fois par jour. Ah, lui, il n'aurait pas gagné le NNN. La théorie d'Hirschfeld, qui ne voit pas dans l'inversion qu'un simple phénomène physiologique, m'éclairait beaucoup. Ce soir fatidique n'était donc que la conséquence naturelle, une conséquence qui n'avait rien de honteux. Ma convoitise en imagination pour les éphèbes, sans aboutir une seule fois à la prédication, s'était figée dans une forme dont certains chercheurs ont démontré la quasi-universalité parmi les Allemands. Merde. Donc, Paedicatio, donc la version latine de prédication est écrit en tel quel en latin dans le texte original. C'est écrit Pedicatio, pour que ce soit un peu plus facile à lire. C'est figé dans une forme dont certains chercheurs ont démontré la quasi-universalité. Parmi les Allemands, les pulsions que je ressentais n'étaient pas rares, semblait-il. Le journal intime du comte von Platen en offre l'exemple le plus flagrant. Winkelmann se trouvait également dans ce cas. Enfin, dans l'Italie de la Renaissance, Michel-Ange possédait évidemment des penchants analogues aux miens. Cependant, cette compréhension purement scientifique des choses ne m'aidait pas pour autant à mettre de l'ordre dans ma vie intérieure. Et si l'inversion avait tant de mal à devenir réalité dans mon cas, c'est qu'elle se réduisait à une simple pulsion charnelle, une sombre pulsion qui criait en pure perte, qui s'étouffait en pure perte. Même devant un éphèbe attirant, mon excitation n'allait jamais au-delà du désir sexuel. Pour formuler les choses de façon superficielle, mon âme appartenait encore à Sonoko. N'étant pas un inconditionnel du schéma propre à l'Occident médiéval, qui marque l'antagonisme entre l'âme et le corps, c'est par commodité que je recourais à une telle formulation. Car en moi, la dissociation entre ces deux éléments était claire et nette. À mes yeux, Sonoko était l'incarnation de mon amour pour la normalité, de mon amour pour les choses de l'esprit, de mon amour pour ce qui dure à jamais. Mais cela ne suffisait pas à régler le problème, car les sentiments n'apprécient pas l'ordre figé. Pareil à de fines particules présentes dans l'éther, ils préfèrent volter, flotter, frémir en toute liberté. Donc, éther, c'est écrit en syllabaire. Il nous fallut 1 an pour nous réveiller enfin. Ayant passé avec succès le concours de l'administration civile, j'étais sorti diplômé de l'université et travaillais désormais comme fonctionnaire dans un ministère. Durant cette année-là, Sonoko et moi avions eu quelques occasions de nous revoir, tantôt comme par hasard, tantôt sous prétexte de régler une affaire sans importance, sur le rythme d'une fois tous les 2 ou 3 mois, et encore juste 1 heure ou 2 dans la journée. Mais nous nous retrouvions toujours comme si de rien n'était. Et c'est tout. C'était tout. Avant de nous séparer comme si de rien n'était. Et c'était tout. Je me comportais très correctement. Nul n'aurait pu y trouver à redire. Quant à Sonoko, sa conversation ne s'aventurait jamais au-delà de l'évocation de quelques souvenirs insignifiants et de railleries, assez timides au demeurant, sur nos milieux respectifs. Nos rapports, qui n'étaient évidemment rien de niaison, étaient tout juste ceux qu'entretenaient de simples connaissances. D'ailleurs, quand nous nous rencontrions, nous ne pensions qu'à une seule chose. Comment faire pour nous quitter avec élégance ce jour-là? Cela suffisait à me satisfaire. Bien plus, j'adressais à je ne sais quel être ma gratitude pour la richesse mystique de cette relation si décousue. Il ne se passait pas un jour sans que je ne songe à Sonoko. Et à chacune de nos rencontres, j'éprouvais un bonheur tranquille. On aurait dit que la subtile tension et l'équilibre sans tache de nos rendez-vous, gagnant les moindres recoins de ma vie, lui conféraient un ordre, fragile, certes, mais d'une extrême transparence. Or, au bout d'1 an, il nous fallut nous éveiller. Nous n'étions plus dans une chambre d'enfant. Nous logions déjà dans un appartement d'adulte où une porte,
si elle ne s'ouvre plus qu'à demi, doit être remise en l'état sur le champ. Notre relation, semblable à une porte dont l'ouverture ne dépasse jamais un certain angle, devait tôt ou tard être réparée. Mais il y avait autre chose. Les adultes ne peuvent supporter les jeux monotones dont raffolent les enfants. Quand je les pensais en revue, je voyais seulement dans nos quelques rendez-vous des rencontres taillées sur le même modèle. Pareil à ces cartes à jouer de format identique dont aucune ne dépasse de la pile quand on les superpose. Mais j'avais aussi l'art de tirer d'une telle relation une joie immorale que moi seul pouvais comprendre. Il y avait là une dépravation bien plus subtile que celle répandue d'ordinaire dans la société, une perversité aussi pure qu'un poisson raffiné. Conséquence de ma nature, dont l'absence de morale formait le principe premier, les actes vertueux, les relations décentes entre hommes et femmes, les démarches destinées à en attiser la loyauté et la normalité, les efforts pour être reconnu comme une personne foncièrement honnête. Tout cela, paradoxalement, m'ensorcelait par son charme d'immoralité secrète, un charme vraiment diabolique. Nos mains s'étaient rejointes pour soutenir quelque chose à deux, une chose qui existait lorsque nous croyions en sa présence et disparaissait dès que nous n'y croyions plus, pareil en cela à quelques substances gazeuses. La soutenir semblait à première vue une tâche tout simple, mais c'était en fait l'aboutissement d'un calcul qui exigeait beaucoup de subtilité. J'avais fait surgir dans l'espace de nos mains, une normalité artificielle et inciter Sonoko à m'accompagner dans une entreprise risquée, protéger à tout instant un amour quasiment fictif. Elle semblait prêter son concours en toute ignorance à ce complot. Sans doute était-ce cette ignorance même qui rendait son aide si efficace. Mais elle se trouvait au bord de percevoir vaguement la force indestructible de ce danger sans nom, un danger radicalement différent par sa densité si précise, de ceux, bien plus rudimentaires, que l'on rencontre d'ordinaire en ce monde. Un jour, à la fin de l'été, je retrouvais Sonoko qui rentrait d'un séjour à la montagne dans un restaurant, le Coq d'Or, un restaurant français. Dès que je la revis, je lui racontais comment j'avais fini par démissionner du ministère. Et que comptez-vous faire à présent? Qui vivra verra. Ah, je n'en reviens pas. Elle ne cherchait pas à en savoir plus. Cette formule de retenue était déjà bien installée entre nous. Hâlée par le soleil de la montagne, la peau de Sonoko au-dessus de ses seins avait perdu son éblouissante blancheur. La perle trop grosse de sa bague, à cause de la chaleur, était ternie d'un éclat languissant. Dans sa voix haut perché se mêlaient, comme toujours, des harmonies mélancoliques et nonchalantes dont les intonations me parcoururent s'accorder à merveille avec cette fin d'été. Pendant un bon moment, nous poursuivîmes une conversation légère et insignifiante qui tenait de la rengaine. Peut-être sous l'effet de la chaleur ambiante, ses propos me semblaient même tournés à vide. J'avais l'impression d'entendre parler deux inconnus. Une impression que l'on ressent au sortir du sommeil quand les efforts crispants faits pour se rendormir et replonger dans un rêve heureux se soldent au contraire par l'impossibilité de raviver ce rêve. Cette angoisse du réveil qui vient de sa froideur entailler votre nuit, ces délices vaines de rêve fait au moment d'ouvrir les yeux, tout cela, je m'en apercevais enfin, rongeait nos cœurs à l'instar de quelques gemmes pernicieux. Ainsi le mal, comme sur un signe de connivence, était entré presque simultanément en nous. Nous y réagissions par la gaieté. Et comme si chacun de nous tenait de prendre la fuite avant d'être acculé par les propos de l'autre, nous faisions assaut de plaisanterie. Les cheveux de Sonoko étaient élégamment relevés sur sa nuque. Et malgré le hâle qui en troublait légèrement l'harmonie, son visage, sourcils à la courbe enfantine, yeux embués de douceur, lèvres un peu lourdes, rayonnait de la même sérénité. Les clientes du restaurant... Ses yeux embués de douceur, lèvres un peu lourdes, rayonnaient de la même sérénité. Les clientes du restaurant, quand elles passaient près de notre table, ne manquaient pas de la regarder. Un serveur allait et venait, portant un plateau d'argent surmonté d'un grand signe sculpté dans de la glace sur lequel étaient disposés des sorbets. Sonoko, du doigt où étincelait sa bague, finit par teinter discrètement le fermoir de son sac en plastique. « Vous vous ennuyez déjà? Ne dites pas une chose pareille! » Je décelai au fond de sa voix une nuance d'étrange lassitude, qui n'était pas loin de la chatoyance. Elle tourna le regard vers la rue. De l'autre côté de la fenêtre, elle me dit lentement. « Parfois, je ne sais pas du tout où j'en suis. Je me demande bien pourquoi je continue de vous voir ainsi. Et pourtant, chaque fois, j'ai fini par revenir. »
Peut-être parce que vous ne voyez pas là un facteur négatif dénué de sens. Il s'agit certainement d'un facteur positif, même dénué de sens. Mais j'ai ce qu'on appelle un mari, figurez-vous. Et on peut bien parler de positif, même dénué de sens. Il n'y a pas de place dans ma vie pour ce positif-là. Voilà une algèbre bien étriquée. J'ai compris soudain que Sonoko était enfin parvenue au seuil du doute. Elle commençait à sentir qu'il ne pouvait plus laisser la porte indéfinitivement entr'ouverte. Mais alors cette sensibilité si scrupuleuse n'entrait-elle pas désormais dans une grande part de la sympathie qui nous liait? J'étais encore loin, moi aussi, d'avoir atteint l'âge où l'on accepte de laisser les choses en l'état. Quoi qu'il en soit, mon angoisse sans nom avait fini de façon insidieuse par contaminer Sonoko. Plus encore, la présence diffuse de cette angoisse était sans doute notre seul bien commun. Et j'eus l'impression qu'on m'en brandissait soudain devant les yeux la preuve tangible. Sonoko parlait toujours. Moi, je m'efforçais de ne pas l'entendre. Mes lèvres pourtant lui donnaient la réplique avec désinvolture. Si nous continuons ainsi, que va-t-il arriver d'après vous? Ne pensez-vous pas que nous allons finir acculés dans une impasse? Mais je vous respecte, et je crois que nous n'avions rien à nous reprocher, devant personne. Qu'y a-t-il de mal à ce que deux amis se rencontrent? Jusqu'à présent, cela s'est passé ainsi, exactement comme vous le dites. Vous vous êtes conduit de façon admirable, soyez-en sûrs, mais j'ignore ce que l'avenir nous réserve. Même si nous n'avions à rougir de rien, je ne sais pourquoi je fais des rêves effrayants. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que Dieu me punit pour mes péchés futurs. Le terme futur, par sa résonance si juste, me fit frissonner. À ce rythme-là, je crois qu'un jour ou l'autre, nous allons souffrir, vous et moi. Et quand nous souffrirons, ne sera-t-il pas trop tard? Ce que nous faisons en ce moment, n'était-ce pas jouer avec le feu? Jouer avec le feu, cela signifie quoi d'après vous? Je pense que cela inclut toutes sortes de choses. Qui, à votre avis, aurait à voir avec le feu? Ce que nous faisons, c'est plutôt jouer avec l'eau. Sonoko ne souriait pas. Durant les blancs d'une conversation, l'arc de ses lèvres était serré jusqu'aux commissures. Ces derniers temps, il m'arrive de me dire que je suis une femme épouvantable. Moralement parlant, je ne peux me considérer comme une mauvaise femme qui a déjà fauté. Je dois m'interdire, même dans mes rêves, de penser à quelqu'un d'autre que mon mari. J'ai pris la décision de me faire baptiser cet automne. Je devinais qu'à travers cette confession indolente, au cours de laquelle elle se grisait de ses propres paroles, Sonoko cheminait vers un paradoxe inhérent au cœur féminin. Le désir inconscient de dire ce qui ne doit en aucun cas être dit. Mais de quel droit pouvais-je m'en réjouir? Et à quel titre m'en attrister? D'ailleurs, n'éprouvant pas une once de jalousie à l'égard de son mari, je ne voyais pas de quel droit ou de quel titre j'aurais pu me réclamer. Et comment j'aurais été en mesure de nier ou d'affirmer quoi que ce soit. Je gardais le silence. Dans la splendeur de l'été, la vue de mes mains blanches et frêles me désespéra. Et maintenant, qu'en est-il? Maintenant, elle baissa les yeux. Oui, en ce moment, à qui pensez-vous? À mon mari, bien sûr. En ce cas, il n'est pas nécessaire de vous baptiser. Mais si, j'ai peur, vous savez. Je me sens encore terriblement flottante. Eh bien, qu'en est-il maintenant? Maintenant? Comme si elle posait la question à la cantonade, Sonoko leva des yeux empreints de gravité. Ses prunelles étaient d'une beauté rare, profonde, ouverte, fatale, comme des sources qui chantent sans jamais s'interrompre la gamme jaillissante des émotions. Face à elle, les mots me manquaient toujours. Voulant écraser ma cigarette dans le cendrier éloigné de moi, je fis un geste brusque. Il renversa le vase au col délicat qui était posé sur la table et l'eau inonda la nappe. Un serveur vint éponger les dégâts. La vue de cette nappe humide et chiffonnée nous désola. Nous en profitâmes pour quitter le restaurant plus tôt que prévu. Dans les rues estivales, la foule grouillait, déplaisante. Des couples d'amoureux, éclatants de santé, poitrines bombées et bras nus nous dépassaient. Je me sentais méprisé de tout le monde, et ce mépris me brûlait comme les rayons violents du soleil d'été. Dans 30 minutes viendrait l'heure de nous séparer. Il m'est difficile de dire si l'amertume de cette séparation en était la cause, mais une obscure irritation nerveuse qu'on aurait pu prendre pour une forme de passion me donnait l'envie de barbouiller cette dernière demi-heure en couleur épaisse d'une peinture à l'huile. Je m'arrêtais devant un dancing dont les haut-parleurs éparpillaient sur la chaussée les notes d'une rumba effrénée. Car un extrait d'un poème lu autrefois me revint soudain à l'esprit. Mais c'était une danse qui n'avait pas de fin. J'avais oublié le reste.
C'était certainement comme dans un poème d'André Salmon. Donc ce poème, c'est Prikats. C'est un long poème sur la Révolution russe. Ça s'est sorti en 1919 dans un recueil qui s'appelle Corot et autres poèmes. J'avais oublié le reste. C'était certainement dans un poème d'André Salomon. Sonoko acquiesça, c'est d'un signe de tête et enfin, afin de danser pendant cette demi-heure, me suivit dans cet établissement, le genre de lieu qu'elle ne fréquentait jamais. La salle était noire de monde. Des employés de bureau qui se permettaient de plonger 1 heure ou 2 leur pause de midi pour danser, danser encore. Un air chaud nous prit au visage, accru par un système de ventilation défaillant et par de lourdes teintures qui faisaient écran à la lumière du dehors. La chaleur étouffante et stagnante de la pièce soulevait comme un brouillard de poussière que l'éclairage faisait scintiller. À l'odeur mêlée de sueur, de parfum et de gomina bon marché qu'il répandait, il était facile de deviner quel genre de client dansait là, indifférent à la chaleur. Je regrettais soudain d'avoir emmené Sonoko dans cet endroit. Mais revenir en arrière n'était plus à présent de mon ressort. Sans le moindre entrain, nous regardâmes dans la foule des danseurs. Les rares ventilateurs s'escrimaient à brasser de l'air, sans diffuser le moindre souffle. Des entraîneuses et des jeunes gens chemise en moyenne continuaient de danser, pressant l'une contre l'autre, leurs joues trempées de sueur. Les filles avaient les ailes du nez noirâtre et la poudre de leur maquillage, collée par la transpiration, formée par endroits comme des boutons d'acné. Le dos de leur robe était encore plus crasseux et trempé par la natte du restaurant. Que l'on dansât ou non, la sueur coulait entre les torses. Sonoko, le souffle court, semblait sur le point de suffoquer. À la recherche d'une bouffée d'air frais, nous passâmes sous une arcade ornée d'une guirlande de fleurs artificielles qui n'était plus de saison, pour sortir dans la cour et aller nous asseoir sur des chaises rudimentaires afin de faire une pause. Il y avait effectivement de l'air, mais le soleil, en se réverbérant sur le sol de béton, projetait partout et jusque dans les chaises une chaleur intense. La douleur sirupeuse du Coca-Cola collait à nos lèvres. La souffrance de me sentir méprisé du monde entier semblait avoir réduit Sonoko au silence. Incapable de supporter plus longtemps ce silence qui se creusait, je me mis à regarder autour de nous. Une grosse fille qui s'éventait la poitrine avec son mouchoir était adossée contre un mur, l'air alangui. Un petit orchestre de swing jouait un quick-step au tempo écrasant. Les sapins nains en peau étaient posés de guingois sur le sol fantillé de la cour. Sous le vélum, toutes les chaises étaient occupées par ceux qui fuyaient la chaleur. Il y avait pourtant installé en plein soleil un groupe qui bavardait en riant comme s'il était seul au monde. Il se composait de 2 filles et de 2 garçons. L'une des filles tenait une cigarette d'un geste maladroit, signe qu'elle n'avait pas l'habitude de fumer. Et chaque fois qu'elle en tirait une bouffée avec affectation, elle était prise d'une petite toux étouffée. Elle et son amie portaient des robes sans manches, d'un goût douteux, taillées sans doute dans un tissu pour yukata. Leurs bras rouges, comme ceux des filles de pêcheurs, étaient marqués çà et là de traces de piqûres d'insectes. À chaque grossièreté lancée par leurs camarades, elles échangeaient des regards entendus et riaient avec ostentation. Leurs rayons violents du soleil d'été qui se déversaient sur leurs têtes ne semblaient pas particulièrement les gêner. L'un des garçons vêtu d'une chemise hawaïenne avait l'air sournois, le teint un peu blême, mais ses bras étaient robustes. Un sourire égaillard venait sans cesse flotter sur ses lèvres, s'effaçant pour reparaître aussitôt. Il s'amusait à tapoter du doigt la poitrine des 2 filles, ce qui les faisait immanquablement rire. Mais c'est par l'autre garçon que mon regard était aimanté. Âgé de 22 ou 23 ans, il avait la peau foncée, des traits frustres mais réguliers. Le torse nu, il ajustait autour de ses hanches son haramaki, humide de sueur qui avait viré au gris terne. Haramaki, longue bande de tissu que l'on enroule autour du ventre et du torse pour se protéger du froid. C'est l'un des attributs des ouvriers travaillant sur les chantiers, mais aussi et surtout des yakuza. Sans cesser de bavarder avec ses camarades, sans cesser de rire avec eux, il prenait tout son temps, comme à dessein, pour enrouler cette ceinture. Sur sa poitrine dénudée, saillant une musculature noueuse qui descendait vers le ventre, creusant un profond sillon au milieu du thorax. Le long des flancs, cette chaîne de muscles, aussi épaisse qu'une torsade de corde, se resserrait et s'entremêlait davantage encore. La masse chaude et lisse de son torse se retrouva sanglée par la ceinture crasseuse que le garçon comprimait de plus en plus.
Ses épaules brûlées de soleil étincelaient comme s'il les avait enduites d'une pellicule d'huile. Les touffes sombres qui débordaient du creux de ses aisselles frissonnaient d'un éclat d'or sous les rayons du jour. À cette vue, et surtout à la vue d'une pivoine tatouée sur l'un de ses bras musculeux, le désert m'assaillit. Mon regard ardent restait fixé sur ce corps rude et barbare, d'une incomparable beauté pourtant. Le jeune homme riait sous le soleil. Quand il rejetait la tête en arrière, je voyais assortir son encolure puissante. Je ne pouvais plus le quitter des yeux. J'avais oublié la présence de Sonoko. Je ne songeais qu'à une chose, à ce garçon, sortant à demi-nu dans les rues de l'été, pour se bagarrer avec des voyous de son espèce. Au poignard effilé qui, traversant son haramaki, venait lui percer le torse, au flot de sang qui embellissait de rouge cette ceinture crasseuse, à son cadavre ensanglanté, placé sur un volet et transporté jusqu'ici. Il ne nous reste plus que 5 minutes. La voix aiguë, empreinte de mélancolie, de Sonoko me vrilla les tympans. Je me tournai vers elle, l'air surpris. Au même instant, au-dedans de moi, une force cruelle me déchira en deux. Tout comme la foudre en tombant fend un arbre vivant. J'entendais s'écrouler lamentablement l'édifice que j'avais mis des années à construire pierre à pierre, avec une énergie farouche. J'eus l'impression de capter du regard l'instant où mon être faisait place à une terrifiante absence. Je fermais les yeux et me cramponnais aussitôt à la notion glaçante du devoir. Seulement 5 minutes, j'ai eu tort de vous emmener dans un endroit pareil. Vous n'êtes même pas fâchés? Des gens aussi vils, qui se tiennent de façon aussi triviale, ce n'est vraiment pas un spectacle pour une personne comme vous. On dit que la direction de ce dancing n'a pas fait allégeance au Yakuza. Alors même, si elle s'obstine à refuser l'entrée à tous ces voyous, ils viennent s'incruster ici pour y danser sans payer. Mais moi seul les avais remarqués. Sonoko ne les avait même pas regardés. Sa bonne éducation l'avait dressée à ne pas voir ce qui ne convient pas de voir. D'un air absent, elle se contentait de fixer le dos moite de la rangée de gens qui observaient les danseurs. Pourtant, l'atmosphère de cet endroit avait dû provoquer insensiblement dans son cœur une sorte de modification chimique. Car bientôt, je vis flotter sur ses lèvres pleines de modestie l'ébauche d'un sourire, de ces sourires qui annoncent maladroitement ce que l'on va formuler. Je vais vous demander quelque chose de bizarre, mais vous avez déjà connu cela, bien sûr. J'étais épuisé. Il restait pourtant dans mon esprit je ne sais quel ressort qui me fit formuler, à la seconde même, la réponse la plus plausible. Hélas, cela m'est arrivé, hélas. Quand donc? Au printemps de l'année dernière. Avec qui? L'élégance de cette question me stupéfia. Sonoko était incapable d'imaginer que j'ai pu avoir une relation avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Je ne puis vous dire son nom. Qui était-ce? N'insistez pas. Avait-elle discerné derrière ces simples mots une imploration trop flagrante? L'air surpris, elle se tut aussitôt. Le sang se retirait de mon visage. J'ai déployé des efforts désespérés pour qu'elle s'en aperçoive pas. L'heure de nous séparer se faisait attendre. Un blues vulgaire malaxait le temps. Englués dans la voix sentimentale qui sortait du haut-parleur, nous restons là, figés. Je regardais ma montre, presque en même temps que Sonoko. L'heure était venue. Au moment de me lever, je jetai un dernier coup d'œil furtif vers les chaises posées en plein soleil. Apparemment, le groupe était allé danser. Il ne restait dans les rayons brûlants que ces chaises vides et, répandues sur la table, une boisson quelconque qui jetait d'horribles reflets éblouissants.